J'aimerais donc vous entretenir aujourd'hui d'un sujet tiré de mes travaux de thèse, comme cela a été dit, travaux consacrés à la question d'époque républicaine. Vaste sujet qui va au-delà des fonctions financières auxquelles les questeurs sont généralement cantonnés. Le titre de cette intervention, Le questeur et le gouverneur, quelques réflexions sur les 2 derniers siècles de la République romaine, est volontairement vague. En effet, j'y évoquerai plusieurs champs de la vie publique romaine, d'ordre politique, institutionnel et culturel. C'est une nécessité si l'on veut esquisser ce qui apparaît, du moins ce que j'espère vous montrer aujourd'hui, comme une évolution des pratiques politiques à Rome. Avant d'en arriver là, il me faut dire quelques mots plus globalement pour replacer la question dans son contexte, notamment au niveau chronologique. Le cadre qui nous occupera aujourd'hui couvre grosso modo la période allant de la Première Guerre punique à la Deuxième Guerre civile, donc 264 à 50. Du point de vue de la questure, il s'agit là de la période durant laquelle elle nous est le mieux connue, grâce à Tite-Live et à Cicéron pour une grande part, mais aussi César, Salluste, Valère Maxime ou Velleius Paterculus. Les historiens grecs ayant écrit sur Rome sont eux aussi essentiels, Polybe, Diodore de Sicile et surtout Plutarque, Appien et Dion Cassius. En outre, c'est de la Première Guerre punique que datent les premiers documents non littéraires attestant l'existence de la questure. Entre 2004 et 2014, ce sont en effet 10 rostres de navires qui ont été découverts au large de la Sicile, sur le lieu probable de la bataille des îles Égates en 241, qui vit Rome l'emporter sur Carthage. Et plusieurs de ces rostres portent un texte gravé mentionnant un ou 2 questeurs, selon les cas, dont le rôle était d'accuser réception des navires au nom de l'État. Donc, les questeurs Gaius Papirius, fils de Tiberius, et Marcus Publicius, fils de Lucius, ont approuvé ce rostre. Alors certes, certains des auteurs que j'ai évoqués nous ont transmis des bribes d'informations portant sur la période qui précède 250, mais elles sont extrêmement peu nombreuses et elles doivent être manipulées avec prudence. Donc je me bornerai à partir de l'état de la questure, qui est bien plus appréhendable, quoique pas toujours assuré, que les sources nous présentent aux 2 derniers siècles de la République. Une autre raison me pousse également à restreindre le champ d'action chronologique de cette présentation. Elle est elle aussi liée à l'état de nos sources. En effet, ces 2 siècles sont ceux qui nous sont les mieux connus au cours de la République. C'est une période durant laquelle les cadres traditionnels sociaux, culturels et politiques de la cité-État romaine ont été progressivement mis à mal. Cette question, la transformation progressive des institutions républicaines et le passage au Principat, a bien sûr été traitée en long et en large par les historiens, et elle l'est toujours aujourd'hui. On peut rappeler ici les travaux actuels de notre compatriote Frédéric Hurlet. Ce n'est bien évidemment ni le lieu ni le moment de retracer l'historiographie du sujet, mais il convient de toujours garder à l'esprit que nous ne sommes pas face à un système politique figé, évolutif. Au contraire, des processus tels que la fin du recrutement censitaire de l'armée civique, l'intégration progressive des Italiens dans la cité romaine, l'accaparement des terres par une mince couche de propriétaires, la multiplication des commandements extraordinaires, l'expansion continue des territoires contrôlés par Rome et son corollaire, la montée en puissance des généraux qui y étaient envoyés et qui y restaient plusieurs années, tout cela a conduit à des recompositions incessantes des rôles respectifs des magistrats, du peuple et du Sénat. Ce dernier a conservé cependant la haute main jusqu'au début du 1er siècle avant notre ère. Ces modifications sont donc restées globalement gérables par le système républicain jusqu'à la crise sérieuse qui a vu les frères Tiberius et Gaius Gracchus finalement assassinés, à l'instigation de la frange de l'aristocratie la plus opposée à leur tentative de réforme. Cette rupture dans les usages romains, marquée par l'irruption de la violence dans la sphère publique, avec le meurtre politique et l'intervention de l'armée dans le gouvernement, a ouvert une période de profond bouleversement qui a conduit à l'établissement de pouvoirs personnels officiellement reconnus avec le principat d'Auguste. 3 figures sont attachées à ces évolutions, qui présentent des traits tant républicains qu'autocratiques. Sylla tout d'abord, Pompée et César ensuite. Je prie de m'excuser, mais je suis un peu malade ces temps-ci et je pense faire un peu de fièvre, donc ce n'est pas très présentable, mais je n'y peux pas grand-chose. Donc, Sylla tout d'abord, Pompée et César ensuite. Il s'agira donc aujourd'hui, pour moi, de retracer le sort de la questure au cours de ces années décisives. Plus précisément parce que le changement a essentiellement été le fait de généraux, le sort de la questure provinciale.
Les questeurs, en effet, tout comme les préteurs et les consuls, étaient susceptibles d'œuvrer à Rome, comme à l'extérieur de la ville. Ils pouvaient ainsi obtenir une provincia, une charge, une sphère de compétences, aussi bien à Rome, la provincia urbana, qu'en province. Il convient cependant de distinguer la questure d'une part, la préture et le consulat d'autre part, car ces deux dernières magistratures avaient pour fondement un pouvoir de type particulier, l'imperium. Celui-ci donnait à ses titulaires des prérogatives qui en faisaient les plus importants magistrats de Rome. Dans la ville, la sphère domi, il s'agissait essentiellement de la consultation du Sénat et de la répression des crimes capitaux, tandis qu'en dehors, militiae, le commandement des armées et les relations avec l'étranger, notamment par la guerre, étaient de leur ressort. De ces deux dernières prérogatives était issue la détermination de provinces ad hoc, instaurées pour répondre à des besoins ponctuels. Il en a également résulté la reconduction régulière de certaines provinciae qui nécessitaient un investissement constant et plus important en énergie et en ressources de la part du gouvernement romain. Ces provinces ont fini par constituer peu à peu des entités territorialement définies. À la fin de la République, l'autorité de Rome couvrait une dizaine de provinces, nombre qui pouvait varier selon les moments, dans lesquels étaient envoyés annuellement, en théorie, des magistrats ou des gouverneurs qui accompagnaient d'un questeur comme auxiliaire. Et c'est dans ces provinces, surtout dans les grands commandements qui pouvaient en regrouper plusieurs, que les hommes tels que Sylla, Pompée et César ont édifié et consolidé leur primauté. Sylla et son pouvoir sous tout l'Orient lors de la guerre contre Mithridate, Pompée et ses grands commandements contre les pirates, puis en Asie et en Espagne, César et son gouvernement de la Gaule cisalpine, la Narbonnaise et l'Illyrie. Dans ces conditions, la façon dont ces hommes en particulier, et plus globalement les élites dirigeantes romaines, considéraient la questure, me paraît être un élément de plus apporté à notre connaissance de la République romaine et de la façon dont elle se transforma. Je terminerai cette petite introduction par une précision concernant la terminologie employée. En parlant de questeurs provincial ou de questeurs provinciaux, je regrouperai deux catégories de questeurs qui sont parfois distinguées chez les modernes. D'une part, les questeurs qui accompagnaient une armée et son général, et d'autre part, les questeurs envoyés dans une province territorialement définie. Or, si certaines différences réelles peuvent être constatées entre ces deux types de questures, elles sont circonstancielles et non structurelles. Un questeur attaché à un général en campagne exerçait évidemment ses fonctions dans un cadre bien différent de celui qui accompagnait un magistrat dans une province territorialement définie, mais aucune distinction essentielle n'existait entre eux. Le questeur du second type n'était jamais qu'un questeur du premier type, dont la part militaire était peu ou prou réduite. J'adopterai donc le parti d'appeler ces questeurs des questeurs provinciaux. L'opinio communis voit dans les questeurs des magistrats chargés d'abord et avant tout du trésor public. Et cela est tout autant le cas des questeurs provinciaux à leur niveau, dont la tâche principale était de recevoir les fonds destinés à leurs supérieurs et d'administrer la caisse militaire. Ceci est indéniable, les sources nous offrent de nombreuses occasions de constater l'importance que les questions financières et administratives occupaient dans le quotidien des questeurs provinciaux. Avant leur départ de Rome, tout d'abord, ils avaient pour mission de recevoir des questeurs urbains les sommes que le Sénat avait décrétées pour leurs supérieurs. Ainsi, Verrès, questeur du consul Papirius Carbo en 84, a obtenu au trésor les fonds avec lesquels il était attendu à l'armée. Donc l'argent fut voté au consul et lui, donc Verrès, fut donné à Verrès. Le questeur partit pour sa province. Il vint en Gaule avec l'argent où l'attendait l'armée consulaire. Outre des espèces destinées à payer la solde, les questeurs emportaient également toutes les fournitures dont avaient besoin les troupes. Ils en avaient la garde et la responsabilité en campagne, ainsi que nous l'apprend Polybe dans la description de la légion idéale qu'il propose au livre 6 de ses histoires. Pardon.
Le quaestorium, la tente où logeait le questeur, tout à côté du praetorium du général, servait également, dans ce cadre, de magasin de l'armée. Donc, voici ce que donnerait une reproduction des castrats tels que décrits par Polybe. Et donc, dans la zone entourée, c'est le quaestorium. Il était également de la responsabilité du questeur de tenir rigoureusement ses comptes de campagne. Celui qui ne pouvait rendre de compte en bonne et due forme prêtait le flanc à la critique une fois revenu à Rome. Cicéron, dans son passage en revue des magistratures qui avaient été occupées par Verrès, dans le procès contre Verrès, donc, a reproché à ce dernier d'avoir remis des comptes indigents. Donc, voyez tout d'abord la concision de son rapport. J'ai reçu, dit-il, 2 235 417 sesterces. J'ai donné pour la solde, le blé, les légats, le proquesteur et la cohorte prétorienne 1 635 417 sesterces. J'en ai laissé 600 000 à Ariminum. Est-ce cela, rendre des comptes? A-t-on procédé de la sorte? Pardon. Toi, Hortensius, ou moi, ou qui que ce soit d'autre? Ces 600 000 sesterces, cependant, dont il n'a pas même pu justifier la disposition par un mensonge, qu'il écrit avoir laissé à Ariminum, ces 600 000 sesterces qui lui restaient, Carbo ne les a pas touchés, Sylla ne les a pas vus, et ils n'ont pas été reversés au trésor. Il a choisi la cité d'Ariminum parce qu'elle était assiégée et pillée à l'époque où il rendait ses comptes. On est en plein au moment où Sylla revient d'Orient pour combattre les marianistes. Il ne soupçonnait pas, ce qu'il comprendra bientôt, qu'il restait un nombre bien suffisant d'habitants de la ville qui avaient survécu à la tragédie pour nous servir de témoins dans cette affaire. Alors, le but de Cicéron était évidemment de convaincre le jury qu'une telle incurie ne pouvait que couvrir des malversations, car Verrès espérait que son comportement douteux à l'égard de son supérieur, le consul Carbo, et son passage aux côtés de Sylla passerait aux yeux des jurés, qui étaient majoritairement hostiles, pour une marque d'opposition au régime des partisans de Marius. Il fallait donc que Verrès apparaisse non comme un homme politique, même opportuniste ou transfuge, mais bien comme un vulgaire bandit, un criminel prêt à tout pour s'enrichir. Les effets de manche rhétoriques sont évidents, mais l'argumentaire cicéronien devait malgré tout porter, tout comme l'interpellation sur ce point adressée à l'avocat de Verrès, Hortensius. Ni ce dernier, ni Cicéron, ni lui-même, ni personne d'autre n'avait rendu ses comptes de la sorte à l'issue de sa propre questure. Un bilan comptable digne de ce nom devait donc être remis aux questeurs urbains, par les questeurs provinciaux. Alors, ces tâches financières n'étaient pas les seules occupations des questeurs pendant leur séjour en province. Dans un nombre assez important de cas, on voit en réalité les questeurs s'activer dans des contextes militaires sans lien avec leurs fonctions financières. Il s'agit régulièrement de questeurs qui n'avaient plus de supérieur, c'est-à-dire de questeurs attachés à une armée ou à une province, dont le général ou le gouverneur n'était pas en mesure de remplir ses fonctions. Les raisons pouvaient en être multiples. En 147, par exemple, le préteur Gaius Vetilius a été massacré avec la moitié de son armée par les forces de Viriate, qui menaient la guérilla des Lusitaniens contre Rome. Ce n'est qu'à grand-peine que son questeur a survécu au carnage, réuni les survivants dans la place forte voisine et battu le rappel des alliés de Rome dans la région. Après la perte de ses alliés dans une nouvelle confrontation, le questeur a dû se résoudre à attendre la relève. Donc, le questeur qui avait accompagné Vetilius apposta sur les murailles de Carpessos les survivants qui avaient trouvé refuge dans la ville, malgré leur abattement. Il envoya contre Viriate les 5000 hommes qu'il avait réclamés et obtenus des Belloi et des Titoi, des alliés de Rome dans la région. Mais ils furent tous tués jusqu'au dernier, au point qu'aucun d'entre eux ne put rapporter la nouvelle du désastre. Le questeur ne bougea dès lors plus de la ville et attendit que Rome envoie de l'aide. Un questeur était donc amené, lorsque les circonstances l'exigeaient, à remplir les fonctions d'un magistrat détenteur de l'imperium, conduire l'armée, entrer en négociation avec l'ennemi ou solliciter les alliés et les sujets de Rome. Ces circonstances étaient la mort de son supérieur, comme dans cet exemple, ou encore son indisponibilité fortuite. Dans ces cas, les questeurs, seuls magistrats romains encore disponibles, étaient de facto placés en situation de commandement.
Cette indisponibilité pouvait également ne pas être fortuite. Un magistrat imperium avait la possibilité de quitter sa province et d'y laisser à sa tête celui qu'il voulait, avec collation de l'imperium. L'élu, éventuellement le questeur de la province, devenait alors pro-praetore. Il fonctionnait comme gouverneur avec tous les attributs d'un prêteur, notamment l'imperium, mais sans en avoir le titre en tant que tel. Les questeurs pouvaient cependant s'acquitter aussi de tâches militaires, même lorsque leur supérieur était encore présent et sous sa responsabilité. En effet, il faut garder à l'esprit que si les questeurs étaient généralement jeunes, ils avaient environ 27 ans avant Sylla et 30 ans minimum après les réformes qu'il a introduites, ils avaient tout de même une bonne expérience de la guerre, la participation à une dizaine de campagnes annuelles, condition d'éligibilité à la questure au dire de Polybe, a assez longtemps été exigée. C'était encore le cas en 124. Cette année-là, Gaius Gracchus a quitté la Sardaigne, où il servait comme questeur sous le consul Orestes, alors que celui-ci se trouvait encore dans la province. Donc le passage de Polybe, personne ne peut obtenir de charge publique s'il n'a pas préalablement accompli 10 campagnes annuelles. Les opposants à Gaius Gracchus lui firent grief de son départ, et il s'est justifié devant le peuple en disant qu'il comptait, lui, 12 années de service à son actif, alors qu'il n'était tenu qu'à 10 campagnes. Ce nombre de 10 campagnes, était celui auquel étaient astreints les citoyens qui servaient dans la cavalerie, c'est-à-dire les plus fortunés, et bien sûr ceux qui étaient issus de familles présentes au Sénat, ce que j'appellerais l'aristocratie romaine. Un nombre non négligeable de ces hommes accomplissaient par ailleurs une partie de leur temps de service comme légats ou tribuns militaires dans l'état-major d'un magistrat supérieur, éventuellement un parent ou un ami de la famille. La conséquence en était que les jeunes hommes qui atteignaient la questure jouissaient déjà théoriquement de bonnes connaissances militaires, tant comme soldats que comme officiers. On comprend dès lors le désappointement de Marius lorsque le tirage au sort lui a assigné Sylla comme questeur en 107 dans la guerre contre Jugurtha. En effet, les sources antiques le dépeignent comme un homme qui n'avait consacré sa jeunesse qu'au plaisir et qui n'avait encore aucune expérience au combat au moment où il a été affecté à Marius. Aux yeux des Romains, la connaissance du métier des armes semblait donc un prérequis indispensable pour la questure. Et cette inexpérience militaire dans le chef de Sylla était peu commune pour un aristocrate, pour un jeune aristocrate, mais il s'est rattrapé durant la guerre par de nombreux actes de courage et par une réelle capacité de commandement, au point d'être régulièrement placé à la tête de portions de l'armée par Marius et de recevoir de lui le commandement suprême lors d'une absence du général. Donc, entre-temps, Marius établit son armée dans ses quartiers d'hiver et partit avec des cohortes légères et une partie de sa cavalerie. Sylla, que le consul avait laissé comme pro-praetore le temps de son expédition, etc. Près d'un siècle plus tôt, Laelius, le questeur de Scipion l'Africain, avait déjà été placé à la tête de la cavalerie sur l'aile gauche de l'armée romaine, lors de la bataille de Zama en 202. Donc Scipion plaça sur le flanc gauche, avec la cavalerie italienne, Laelius, qui avait été son légat auparavant, et dont il employait cette année-là, sur décision du Sénat, les services comme questeur choisis sans tirage au sort, extra sortem. Je reviendrai sur la notion tout à l'heure. Les fondements de cette activité militaire des questeurs, marqués par une délégation de l'imperium de la part de leurs supérieurs, ont été diversement identifiés. Pour Théodore Mommsen, il s'agissait là de ce qu'étaient originellement les rapports entre consul et questeur. Ces conceptions sur la nature de l'imperium l'ont conduit à considérer que la questure, tout comme le consulat, étaient les magistratures originelles de la République et étaient des créations consubstantielles à la République. Et à l'unicité de la fonction suprême qu'offrait l'imperium aux deux consuls, répondait celle de l'appoint que leur fournissaient les deux questeurs, qui existaient au début de la République. À une époque où, selon Mommsen,
les magistrats du peuple romain se résumaient donc à 2 couples consul-questeur. Ce dernier était tout autant absolument magistrat inférieur, magistrat auxiliaire, que le premier était magistrat suprême. Et à la multiplicité des responsabilités consulaires en matière financière, judiciaire, militaire, aurait répondu la multiplicité des fonctions questoriennes. Au consul de disposer du trésor, au questeur de le gérer, au consul de rendre la justice, au questeur d'enquêter, au consul de conduire l'armée, au questeur de le seconder. Selon la thèse de Théodore Mommsen, donc, voir les questeurs commander à des troupes en tant que généraux en second n'a rien d'une innovation à l'époque qui nous occupe. Donc je ne vais pas faire l'historique des thèses sur l'origine de la questure, ni des réfutations de la reconstitution mommsenienne, mais nous avons l'opinion de Wolfgang Kunkel. Donc Wolfgang Kunkel est l'auteur du volume sur les magistratures dans le Handbuch der Altertumswissenschaft, et me paraît préférable. Donc il n'a pas repris à son compte l'interprétation de Théodore Mommsen, mais il considère au contraire que l'utilisation militaire des questeurs est une innovation, dont le premier exemple fut donné par le couple formé par Scipion en Africa et Laelius, avant de connaître un développement exponentiel à la fin du IIe siècle. Il soutient enfin que la guerre, telle qu'elle s'est pratiquée au 1er siècle, avec de nombreuses légions réparties sur de vastes espaces et réunies sous un seul commandement, a provoqué une transformation presque totale de la questure provinciale. Constatant que le questeur faisait partie de l'état-major du général, le concilium, tout comme les légats, les fonctions financières et administratives du questeur seraient passées au second plan, et lui-même n'aurait plus été qu'un commandant militaire en second, une sorte de légat parmi les autres. Cette thèse est séduisante, et il faut effectivement lier les évolutions de la questure avec le contexte de la fin de la République, bien plus qu'avec les reconstitutions d'une Urquestur, une questure originelle tentée par Théodore Mommsen. Néanmoins, il faut bien constater que les tâches militaires des questeurs ne sont pas apparues à Zama avec Laelius, ni qu'elles ne se sont développées qu'avec les grands commandements des imperatores au 1er siècle. Par exemple, entre autres cas, Tite-Live évoque Lucius Opimius Pansa, questeur en 294, tué lors de la prise d'assaut de son corps retranché pendant la Troisième Guerre samnite. On peut aussi citer les cas de Lucius Attilius et de Lucius Furius Bibaculus, les deux questeurs des consuls de 216 qui sont tombés à Cannes. Le IIe siècle avant Jésus-Christ est émaillé de récits de nature militaire mettant en scène des questeurs. Le phénomène ne fut que progressif, et on ne peut parler de révolution des fonctions questoriennes au 1er siècle. Par ailleurs, la grande partie des questeurs ont continué à exercer des fonctions financières tout au long de la République, et notamment au 1er siècle. Et enfin, la nature de la questure ne permet pas d'identifier absolument légat et questeur. Le premier était choisi à la discrétion du général, souvent parmi ses proches. Le questeur, lui, était et est resté tout au long de la République un magistrat du peuple romain. La principale conséquence de ce fait, outre la responsabilité politique des questeurs, c'était l'obligation, bien sûr, de se faire élire par le peuple. Alors, je ne pourrais pas aborder aujourd'hui la question du caractère plus ou moins démocratique du régime républicain. Je ne m'étendrai pas trop non plus en avant sur le degré d'ouverture de la questure, qui constituait la première magistrature du cursus honorum, à l'égard notamment des homines novi, qui étaient extérieurs à l'aristocratie. Mais on peut qualifier de vraisemblable le fait que le processus décisionnel à Rome, notamment en matière électorale, était largement entre les mains de quelques milliers d'électeurs privilégiés. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait plusieurs centaines de milliers de citoyens inscrits. La clé des élections était donc, sauf notables exceptions, entre les mains d'une élite sociale et politique. Par ailleurs, ce que l'on peut entreapercevoir des fastes questoriens à l'époque qui nous occupent montre une forte présence aristocratique. Alors, l'état fragmentaire et partial de nos sources, puisqu'on ne connaît qu'environ 175 questeurs sur théoriquement 2200 questeurs élus. Cet état fragmentaire et partial ne peut pas tout expliquer, car si on ajoutait à ces questeurs connus les hommes dont la questure n'est pas attestée, mais qui ont atteint l'édilité et la préture,
donc sont passés préalablement par la questure, la proportion d'aristocrates serait encore plus grande. On en est à l'ordre de plus de 70% à l'époque d'Avancilla des questeurs connus qui sont issus de l'aristocratie. Enfin, les 10 années de service formellement requises encore à la fin du IIe siècle pour être éligible à la questure indiquent que les homines novi, qui atteignaient malgré tout ce poste, provenaient du même vivier que les hommes issus des familles sénatoriales, c'est-à-dire la mince couche de citoyens qualifiés pour servir dans la cavalerie. Dans ces conditions, les questeurs élus ensemble formaient un groupe jouissant de la même considération, parce qu'ils de la même considération donc, parce qu'ils étaient issus du même milieu et avaient obtenu le même onos, la même gratification. La nécessité de ménager leur dignitas, le sentiment qu'ils avaient de leur rang, impliquait de répartir les provinces questoriennes de la façon la plus impartiale possible. La procédure retenue pour ce faire a été exposée par Cicéron dans la lettre de conseil qu'il a écrite à son frère, Quintus, qui était proconsul d'Asie, entre 61 et 59. Il y parle de la nécessité pour un gouverneur de veiller au comportement exemplaire de ceux qui l'entouraient dans sa mission, ce qui est plus compliqué dans le cas du questeur, dit-il, car c'est le tirage au sort, la sortitio, qui l'assignait à son magistrat supérieur, tandis que ce dernier choisissait ses légats à sa guise. Donc tu as un questeur, non pas choisi à ta convenance, mais donné par le sort. Ainsi que l'a montré Nathan Rosenstein dans un article extrêmement important, Sorting out the lot in Republican Rome, la sortitio, le tirage au sort, permettait aux compétiteurs qui étaient fortement échauffés par la concurrence qu'ils s'étaient livrés durant la campagne électorale de retrouver une forme de consensus. Elle les assignait donc, sans privilège pour aucun d'entre eux, à des magistrats supérieurs pour une mission certes importante, mais ponctuelle. Assister dans tous les domaines, pour 1 an ou 2, sauf exception, un gouverneur ou un général envoyé en territoire étranger, parfois hostile, à des centaines voire des milliers de kilomètres de Rome. Il convenait donc au maximum qu'une forme de loyauté et de communauté d'esprit unissent les deux hommes. Donc c'est le sens de la suite de la phrase de Cicéron. C'est un devoir pour lui, le questeur, ton questeur, d'être volontairement tempérant et de se conformer à tes vues et à tes instructions. D'où les appréhensions qui étaient celles de Marius lorsqu'il a appris que Sylla lui était assigné par le sort, ou encore celles que Cicéron prête au consul Carbo à la nouvelle que Verrès serait son questeur. Donc Carbo supportait difficilement que lui ait échu comme questeur un homme d'une débauche et d'une indolence extraordinaire. Pourtant, il l'honorait de toutes les marques d'amitié et d'obligeance. Donc cette étroite proximité, cette familiarité de tous les instants, naissait cependant donc du tirage au sort. C'est là le double sens d'une expression que l'on retrouve régulièrement pour qualifier le lien qui unissait le questeur à son supérieur, la necessitudo sortis, littéralement la situation créée par le sort, les rapports, les liens créés par le sort et auxquels on ne peut se soustraire. La necessitudo est un vocable couramment utilisé dans le contexte familial pour qualifier des liens qui ne sont pas le fait d'un individu mais qui lui sont imposés. La particularité du lien questeur-magistrat supérieur, c'est qu'il s'appliquait dans la sphère publique et était essentiel pour préserver un certain modèle de gouvernement. Un magistrat du peuple romain, bénéficiant d'une position de pouvoir et d'influence prépondérant à Rome, et temporairement détenteur unique de l'autorité publique sur un territoire donné, avait à ses côtés un autre magistrat du peuple romain, élu lui aussi, tenu de lui obéir et dont la vocation était de s'élever à son tour dans le cursus, de la même façon que son supérieur l'avait fait avant lui. Donc on ne peut trouver pour cette proximité origine plus légitime ni plus sérieuse que la relation née du sort, que la collaboration dans une province, dans un poste, dans une charge publique. Une bonne collaboration entre les deux hommes issus du même milieu n'était pas seulement nécessaire au fonctionnement de la res publica, elle était essentielle aux questeurs et aux magistrats supérieurs eux-mêmes. Les aspirations de l'un avaient été celles de l'autre,
Et il était de l'intérêt du questeur de s'attacher à un homme, un sénateur, qui serait susceptible de le soutenir dans sa carrière. Le magistrat supérieur, quant à lui, devait certes se faire obéir de son subordonné, mais il ne pouvait malgré tout pas froisser son honneur, sa dignitas. C'est en substance ce qu'a écrit Cicéron à son correspondant, Marcus Caelius, en 50, lorsqu'il gouvernait la Cilicie. Désireux de quitter la province, il en a confié les rênes à son questeur, Coelius Caldus, et il s'en explique. Donc, en partant de ma province, j'ai placé à sa tête mon questeur, Coelius. C'est un enfant, diras-tu, mais c'est mon questeur, c'est un jeune homme noble, et c'est ce que beaucoup font. Il n'y avait par ailleurs personne d'un rang supérieur que j'aurais pu investir de cette charge. Je n'ai pas tant voulu m'attacher à un jeune homme que d'éviter de me le rendre hostile. Dans le même esprit, au même moment, il représentait à Minucius Thermus, le gouverneur de la province voisine d'Asie, tous les ennuis qu'il encourrait à ne pas placer à la tête de sa province son questeur Lucius Antonius, au moment où il la quitterait. Donc il reprend les arguments qu'il avait utilisés pour justifier sa propre décision, et il en ajoute un autre. Mais je ne veux cependant pas que tu enflammes, et surtout que tu enflammes à juste titre contre toi, la colère de 3 frères de la plus haute naissance, emportés et bons orateurs. Je vois bien d'ailleurs qu'ils seront tribuns de la plèbe pendant les 3 prochaines années. Donc Antonius avait 2 frères, dont l'un n'était autre que Marc-Antoine, et ces 3 frères devaient tous occuper le tribunat de la plèbe dans les années qui allaient suivre. On voit donc qu'il s'agissait d'une relation subtile, de laquelle l'un était assurément subordonné à l'autre, mais les 2 avaient tout intérêt, pour la République comme pour eux-mêmes, à collaborer honnêtement et à respecter leur rang mutuel. Dans son attaque contre Verrès, donc, dans les Verrines, Cicéron martèle sans cesse le caractère immoral du mépris de la necessitudo. Donc, envoyé à l'armée comme questeur, gardien non seulement des fonds du consul, mais même de sa personne, participant à toutes ses délibérations, à tous ses projets, considéré comme un fils, ainsi que le veulent les usages de nos ancêtres, soudain tu le lâches, tu l'abandonnes, tu passes à l'ennemi. Ô monstre, abomination, digne d'être relégué aux confins de la terre. Alors, si l'Arpinate est si virulent à ce sujet, c'est qu'au-delà de l'affaire qu'il plaidait, il était tout à fait conscient, malgré sa présentation donc de Verrès comme un vulgaire bandit, que la première guerre civile avait profondément changé quelque chose dans ce lien de subordination complexe qui unissait le questeur et son supérieur. Au-delà de la personnalité de Verrès, sa trahison marquait l'irruption des luttes de factions dans l'accomplissement de missions essentielles pour l'État. Donc, Cicéron le voit bien, puisqu'il dit aux jurés, bien qu'il y ait des gens qui haïssent Gnaeus Carbon, aujourd'hui encore après sa mort, ils ne doivent cependant pas penser au sort qu'il lui souhaitait durant sa vie, mais bien à ce qu'ils auraient à craindre s'ils se retrouvaient dans la même situation que lui. C'est un mal commun, une crainte commune, un danger commun. Aucune embûche n'est plus secrète que celle qui se dissimule sous le masque du devoir ou sous un prétexte d'amitié. Necessitudinis nomine. Il existait pourtant, de longue date au sein du système républicain, un moyen d'éviter pareille situation. C'était la possibilité d'affecter à un magistrat supérieur un questeur sans tirage au sort, extra sortem donc. Le premier exemple connu est lié à Caton l'Ancien. Affecté en 205 au service de Scipion l'Africain en vue du débarquement en Afrique, il a quitté sa province et est revenu à Rome en raison de différends personnels et politiques avec son supérieur. Il échut comme questeur au consul Publius Scipion l'Africain, avec lequel il ne vécut pas en bonne intelligence comme le voulait le sort, pro sortis necessitudine. Ils eurent par ailleurs des divergences toute leur vie. Donc la conséquence de son acte a été l'autorisation donnée par le Sénat à Scipion de se choisir un questeur à sa convenance, sans passer par le tirage au sort extra sortem. Son choix est tombé sur Laelius, donc son fidèle lieutenant, lors de son précédent commandement en Espagne. Nous avons vu cet extrait. Alors, il faut bien remarquer que ce n'est pas Scipion qui s'est arrogé le droit de choisir un questeur extra sortem,
mais que cela lui fut accordé par le Sénat pour éviter le blocage de la situation, dans ce qui devait être l'ultime phase de la guerre contre Carthage. L'année qui a suivi la trahison de Verrès, en 83 donc, un autre questeur a lui aussi refusé de servir sous les ordres cette fois-ci du consul Lucius Cornelius Scipion Asiagenus. Donc, alors qu'il était échu au consul Lucius Scipion, Marcus Pison ne toucha pas l'argent, il ne partit pas pour l'armée. Ses convictions sur la République, il les conserva sans porter atteinte ni à son honnêteté, ni aux usages de nos ancêtres, ni aux obligations issues du sort. Necessitudinem sortis. Marcus Pupius Pison, donc, par son opposition au gouvernement marianiste qui incarnait le consul et qui justifiait son refus, illustre bien la dénaturation de la necessitudo provoquée par une situation de guerre civile. La nécessaire collaboration pour le bien de la République le cédait aux inimitiés personnelles. Dans ces deux cas donc, le questeur a pris l'initiative de ne pas servir sous les ordres d'un homme avec lequel il ne pouvait pas travailler, dont il estimait qu'il ne pourrait exécuter les volontés. La querelle avait été âpre entre Scipion et Caton, mais elle s'était déroulée dans le cadre d'un régime républicain qui fonctionnait. Au contraire, Marcus Pupius Pison, et avant lui Verrès, étaient des indicateurs inquiétants d'un ébranlement de la necessitudo, donc cette relation indispensable au fonctionnement d'une république marquée par l'égalité aristocratique. Cicéron n'a pas été le seul à tirer cette leçon. La puissance de César et de Pompée leur permettait de bafouer les règles habituelles d'assignation des provinces questoriennes et de rompre les liens traditionnels de la necessitudo. Selon Théodore Mommsen, la sélection des questeurs provinciaux par leurs supérieurs n'aurait été qu'une exception probablement rare sous la République, qui nécessitait par ailleurs une autorisation expresse du Sénat, avant de se généraliser sous l'Empire. Wolfgang Kunkel, quant à lui, pensait qu'il s'agissait également d'une notable exception. Je suis pour ma part fermement convaincu du contraire. La liste des questeurs choisis extra sortem par Sylla, Pompée et César est plus longue qu'on ne le croit. Surtout, le recours généralisé à la désignation de proquaestore, c'est-à-dire d'hommes régulièrement des légats qui étaient chargés des fonctions et des attributions questoriennes sans être eux-mêmes questeurs, a été une formidable opportunité supplémentaire pour les imperatores d'avoir à leurs mains des auxiliaires dévoués. Alors, je ne vais pas entrer ici dans une discussion détaillée sur la proquesture, qui aurait pu à elle seule occuper tout le temps qui m'a été imparti. Je dirais cependant que le procédé n'était pas inconnu de la République. Verrès, encore lui, qui accompagnait en 80 comme légat le proconsul Cornelius de Labella en Cilicie, avait été élevé au rang de legatus proquaestore par son supérieur lorsque le questeur en titre, Publicius Malleolus, mourut. Cependant, les hommes forts du 1er siècle ont abusé d'un procédé qui avait primitivement pour but de simplement pallier l'indisponibilité du questeur en titre. Questeurs élus par le peuple, mais choisis sans tirage au sort, et proquesteurs désignés parmi des légats, c'est là, pour l'essentiel, les sources de recrutement des questeurs de Sylla, de Pompée et de César. Donc voici la liste de ces hommes. Donc à côté de leur nom, j'ai indiqué leur mode de sélection, l'origine de leur mandat, mais leur titulature a pu changer en cours de route et elle peut apparaître de façon variée dans les textes. Donc cette tendance lourde à la sélection a été initiée par Sylla. Donc, consul en 88, le mandat qu'il a reçu du Sénat pour conduire l'armée romaine contre Mithridate, lui a été retiré par une décision du peuple au profit de Marius. Après avoir pris une première fois Rome et obtenu la reconnaissance de ce commandement, il a pu embarquer pour la Grèce, que menaçait le roi du Pont, qui avait déjà pris possession de la province d'Asie. Donc, les opposants à Sylla ont profité de son départ pour éliminer ses partisans, lui couper l'herbe sous le pied. Plus de fonds, plus de renforts, une armée concurrente a même été enrôlée pour le destituer et mener la guerre contre Mithridate à sa place. Donc, je ne m'étendrai pas davantage sur ce contexte qui est bien connu. On comprend que la position de Sylla
dès lors qu'il a rompu avec le gouvernement légal de Rome, était extrêmement délicate entre un pouvoir central hostile, décidé à l'abattre, et un adversaire redoutable, Mithridate, qui bénéficiait de nombreuses sympathies en Orient, tant en Grèce qu'en Asie mineure, et d'un formidable appareil militaire. Rome mettrait d'ailleurs près de 30 ans à le détruire. Entre le marteau et l'enclume, Sylla et son armée, qu'il fallait, malgré toutes les difficultés, ravitailler et payer. Le rôle qu'a joué dans ces circonstances Lucius Lucullus, questeur de Sylla, a été décisif. Il est resté près de 10 ans en Orient, auprès de Sylla tout d'abord, et quand celui-ci est revenu en Italie pour combattre les marianistes, Lucullus a poursuivi ses fonctions de questeur sous les ordres de Licinius Murena, que Sylla avait laissé comme commandant en Asie. Durant ce long mandat, Lucullus a pris en charge diverses tâches. Elles concernaient aussi bien le domaine militaire que financier. Il a par exemple tout d'abord été envoyé en avant par Sylla pour aplanir les difficultés avec le gouverneur en place de Macédoine et ses hommes, qui avaient assez brillamment contenu l'avance des armées de Mithridate en Grèce. Il s'agissait bien sûr de s'assurer qu'il n'y aurait pas de difficultés faites à Sylla suite à son coup d'État à Rome. Il a également été chargé de procurer des vaisseaux à ce général, en faisant la tournée des alliés de Rome dans la région. Un épisode significatif a eu lieu pendant cette mission. Fimbria, le général de l'armée concurrente, qui avait été envoyé par le gouvernement marianiste de Rome pour mener à la place de Sylla la guerre contre Mithridate, proposa à Lucullus de collaborer à la capture du roi du Pont, qu'il tenait à sa merci, et de la sorte éliminer un ennemi mortel de Rome, tout en engrangeant une immense gloire personnelle. Mais Lucullus ne prêta pas l'oreille à cette proposition, peut-être parce qu'il faisait passer les droits de Sylla avant tout intérêt personnel ou public. C'est Plutarque qui nous rapporte le fait. Ce serait donc son dévouement total à Sylla, dont les intérêts passaient avant tout autre, qui l'aurait poussé à refuser la proposition de Fimbria. La proximité entre Sylla et Lucullus ne datait pas de cette collaboration. Dès les débuts de sa carrière, Lucullus a travaillé avec Sylla, puisqu'il a probablement été tribun militaire sous ses ordres à la fin de la guerre sociale. La date de sa question n'est pas assurée, et on ne peut pas déterminer avec certitude s'il a été assigné à Sylla après tirage au sort ou si celui-ci l'a choisi de son chef. Dans le premier cas, ce mandat doit avoir débuté en 88 avec le consulat de Sylla. Dans le second, si Sylla l'a choisi, il a sans doute été sélectionné en 87 au moment où Sylla partait pour l'Asie. Alors comme nous l'avons vu, il a témoigné d'une grande fidélité à l'homme auquel il devait tout, qui lui a rendu sa confiance. Sylla en a fait le tuteur de son fils, Faustus, et lui a dédié ses mémoires, de préférence à un autre partisan d'un autre de ses partisans, donc Pompée. Alors, d'autres proquesteurs ont œuvré pour Sylla. Parmi les missions qui leur ont été confiées, les émissions monétaires sont particulièrement remarquables. Par la force des choses, en effet, il a bien fallu à Sylla pallier l'absence de fonds venant de Rome après sa rupture avec le gouvernement central. Les métaux confisqués et réquisitionnés en Grèce et en Asie, notamment par Lucullus, ont été transformés en espèces. Lucullus y est d'ailleurs frotté lui aussi, au dire de Plutarque. Donc dès le départ, Sylla ne cessa d'utiliser les services de Lucullus pour les tâches les plus importantes. Parmi celles-ci, il y avait notamment les émissions monétaires. C'est en effet par ses soins que la plupart des pièces furent frappées dans le Péloponnèse durant la guerre contre Mithridate. De ce fait, ces monnaies furent appelées luculliennes et furent très longtemps utilisées car leur circulation fut rapide en raison de l'usage massif qu'en firent les soldats durant la guerre. Alors, mon propos n'est pas ici de discuter les circonstances entourant chacune de ces frappes. D'autres parleraient bien mieux que moi de ce monnayage, notamment Pierre Hassenmacher. Mais il est évident que dans ce contexte de guerre civile, il s'agissait, outre les besoins en numéraire, il s'agissait aussi d'une véritable entreprise de propagande. La dimension de propagande était déjà fortement présente dans le monnayage romain traditionnel. Dans le cadre des missions provinciales, cette propagande bénéficiait bien sûr au magistrat émetteur, celui qui prenait en charge la frappe,
mais aussi et surtout à son supérieur. Un bel exemple en est donné par la série de deniers et d'auréis frappés par Lucius Manius Torquatus en 82. Il a accompagné, en tant que proquaestore, Sylla qui revenait en Italie affronter le gouvernement marianiste et a inscrit au droit, donc c'est la face du haut, la tête de Rome casquée avec son nom et sa fonction, Lucius Manlius Proquaestore, et au revers, en dessous, un triomphateur, en l'occurrence Sylla, couronné par la victoire, avec pour légende Lucius Sulla Imperator. C'est donc dans le contexte de la Première Guerre civile qu'a volé en éclats le quasi-monopole que les ateliers de Rome avaient jusqu'alors sur les frappes monétaires. On retrouvera plus tard, lors de la Deuxième Guerre civile, des frappes réalisées par des ateliers itinérants sous l'égide de questeurs ou de proquesteurs, cette fois au service de César et de Pompée. En parlant de Pompée, il a reçu de nombreux commandements extraordinaires, généralement contre la volonté du Sénat. Ce sont au contraire des lois proposées par des tribuns acquis à sa cause qui les lui ont octroyées. Notamment en 167, la Lex Gabinia l'a chargé de la lutte contre les pirates sur toute l'étendue de la Méditerranée, et il devait recevoir des moyens immenses à cette fin. Plutarque nous apprend notamment qu'il avait 2 questeurs à sa disposition. Donc Pompée sélectionna au Sénat 24 hommes de guerre expérimentés, et il eut 2 questeurs à ses côtés. Alors, nous n'avons pas les noms de ces questeurs, mais nous connaissons ceux qu'il employa lors de la 3e et ultime guerre contre Mithridate. En effet, après avoir vaincu les pirates très rapidement, en quelques mois, il a reçu dans la foulée, en 66, la charge de la guerre contre le roi du Pont, par l'intermédiaire de la Lex Manilia. À cette occasion, il a vaincu Mithridate, parcouru la région du Caucase et réduit la Syrie à l'état de province. Nous avons les noms de 2 questeurs qui l'assistèrent dans ces opérations. L'un, Publius Plautius Ipsaius, semble être resté dans la province d'Asie, tandis que l'autre, Marcus Aemilius Scaurus, l'a suivi à l'est et a même été établi comme premier gouverneur de Syrie par Pompée. Un certain nombre d'indices permettent de considérer que Scaurus et Ipsaius avaient été les 2 questeurs dans la guerre contre les pirates. On imagine mal 2 anonymes désignés par Pompée au terme de la Lex Gabinia, qui seraient ensuite repartis, après quelques mois de fonction, pour être remplacés par Scaurus et Ipsaius en vertu de la Lex Manilia. Pompée lui-même concevait ces 2 guerres comme une seule et même opération. Il n'a réalisé qu'un seul triomphe pour les 2 victoires. Par ailleurs, la répartition géographique des activités de Scaurus et d'Ipsaius semble indiquer des mandats concomitants et non successifs. Enfin, les 2 hommes entretenaient déjà des liens personnels très étroits avec Pompée. La mère de Scaurus, par exemple, avait épousé Sylla en seconde noces, auquel elle avait donné un fils, Faustus, qui servait lui aussi sous Pompée en Orient, comme légat. Je pense donc que Scaurus et Ipsaius ont non seulement déjà été questeurs dans la guerre contre les pirates, mais qu'en outre, l'étroite proximité que tous 2 entretenaient avec Pompée rend peu vraisemblable l'intervention du sort dans leur nomination. Pardon. Alors, je ne m'étendrai pas sur Quintus Cassius. Je relèverai simplement le fait que nous savons par Cicéron qu'il a été choisi comme questeur extra sortem par Pompée. Et celui-ci l'a envoyé en Hispanie, où il avait reçu un nouveau commandement extraordinaire en 55, tout en restant lui-même à Rome. Alors, quelques mots sur César et ses campagnes en Gaule. Nous connaissons les noms de 2 questeurs, Marcus Licinius Crassus, un des fils du triumvir Crassus, et Marc-Antoine. Les choses semblent claires à leur sujet. Cicéron précise également que Marc-Antoine a été assigné extra sortem à César. Sa carrière ultérieure est suffisamment connue, je ne m'y attarderai pas. Il faut cependant relever que César lui a obtenu l'augurat, juste après sa questure, qu'il en a fait un de ses principaux collaborateurs après sa prise de pouvoir, et qui lui a octroyé le consulat en 44. L'affectation de Marcus Crassus à l'armée de César ne paraît guère devoir quoi que ce soit non plus au tirage au sort. Elle est tombée peu de temps après les accords de Luc, qui renouvelaient le triumvirat entre Pompée, César et Crassus.
et le frère du questeur, Publius Crassus, avait déjà servi comme préfet sous les ordres de César en Gaule. Donc, pour conclure, la questure était une originalité dans le système politique romain. Ces titulaires, quoique magistrats du peuple romain, élus par le peuple, dépositaires d'une part de la souveraineté du peuple, étaient subordonnés en province à d'autres magistrats, hiérarchiquement, politiquement et socialement supérieurs. Cette subordination pouvait se doubler d'une amitié entre le questeur et son supérieur sans que cela ne soit nécessaire. La mission qui les unissait était en effet limitée dans le temps et dans l'espace et avait pour objectif le bien de la res publica. En ce qui les concernait, elle n'était qu'une étape dans le cursus honorum traditionnel de la République aristocratique. La rupture apportée par Sylla est centrale. Du moment où il avait rompu avec le gouvernement central, il lui a bien fallu procéder lui-même aux nominations de ses questeurs, politiquement sûrs. Dès lors qu'il ne recevait plus de Rome les fonds nécessaires à son armée, il a dû charger ses questeurs du soin de battre monnaie. Du moment où il devait mener la guerre sur toute une moitié du bassin méditerranéen pendant près de 10 ans, il devait pouvoir compter sur des subordonnés prêts à remettre leur vie et leur carrière entre ses mains. Le lien qui unissait Sylla à ses questeurs était donc fortement personnalisé, bien plus que dans le modèle traditionnel. Les questeurs n'étaient désormais plus des fonctionnaires ponctuellement au service d'un homme, mais sollicités sur une longue durée au service de leurs supérieurs, leur sort était lié au sien. Ils étaient même symboliquement compromis avec leurs supérieurs par le biais des émissions monétaires qu'ils réalisaient à sa gloire. On comprend que, plus qu'une étroite coopération, c'était désormais, au 1er siècle, une subordination totale qui était requise du questeur. Confronté aux souvenirs que constituait la trahison de Verrès, au refus humiliant de Marcus Pison et au précédent qu'avait fourni Sylla, Pompée et César ont repris, dans leur course à la suprématie, la sélection de leurs questeurs selon leur convenance, en pervertissant le sens, et en pervertissant le sens de procédés qui existaient déjà dans la République classique. De palliatif, le recours à la proquesture et au choix extra sortem sont devenus dans leur chef un mode naturel et massif de désignation des questeurs. Le modèle traditionnel survivait pour les tenants du gouvernement sénatorial, mais les admonestations de Cicéron, qui n'a cessé de le réaffirmer pendant 20 ans, n'y changeront rien. La sélection directe des questeurs par leurs supérieurs, au détriment du tirage au sort, aboutit à mettre fin à l'égalité des collègues face aux provinces à répartir. Pour les jeunes aristocrates, il fallait accrocher le bon wagon. Il s'agit là d'une tendance qui s'accentua avec le temps et qui affecta également, avec des conséquences bien plus graves, la répartition des grands commandements au 1er siècle. La déchéance de Sylla au profit de Marius, les commandements de Pompée, celui de César, furent tous octroyés aux favoris du moment par des mesures partisanes. En outre, c'était un élément essentiel de création ou de recréation du consensus et d'apaisement parmi la classe dirigeante qui fut dès lors outrepassé. Deux fondements essentiels de la République aristocratique étaient brisés, et j'espère avoir pu vous montrer que la petite histoire de la questure avait toute sa place dans le récit de ce changement. Je vous remercie.